Bonjour à toutes et à tous. Je veux faire aujourd'hui une vidéo qui est un petit peu de nature différente de celle que j'ai produite jusqu'à présent. Cette vidéo est une vidéo, je veux dire, davantage de comment on construit un plan. Parce que je suis un peu étonné et inquiet parce que je reçois quelques plans, quelques propositions sur, sur les sujets sur lesquels vous avez à réfléchir. Et j'ai quand même le sentiment que plutôt que de réfléchir à la globalité d'un sujet, parfois vous risquez de dériver je prends un exemple qui m'intéresse. Par exemple, traiter de la société française au miroir de la Première Guerre mondiale, encore que je pense que le sujet que j'avais donné, moi, c'était l'impact de la Première Guerre mondiale sur la société française. Euh, en disant, je vais parler des femmes, je parlerai aussi des femmes et je vais parler des étrangers. Je dis bien, enfin, je veux dire, le sujet, c'est pas les femmes pendant la Première Guerre mondiale, c'est pas la condition féminine pendant la Première Guerre mondiale, c'est pas les étrangers en France pendant la Première Guerre mondiale. Le sujet, c'est l'ensemble de la société française. En quoi a-t-elle impacté? Alors c'est vrai qu'on va mettre les étrangers dans des camps de rétention, qu'on va les utiliser, y compris supposer qu'ils soient étrangers, les peuples de l'empire colonial, euh, avec d'ailleurs pour certains une concentration dans l'activité de production. Je pense à la population indo-chinoise. Et les autres seront dans les troupes combattantes. Là-dessus, je sais très bien que pour pallier les problèmes de main-d'œuvre, on va embaucher des femmes dans des tâches, dans des fonctions de type nouveau, mais je mets quand même en garde sur le fait que ça serait un aspect émancipateur parce que quand les hommes reviennent, eh ben, ils veulent retrouver leur place aussi. Donc, voilà, enfin, il faut aller au-delà des idées reçues. Mais je répète, ce qui m'intéresse, c'est la globalité du problème. Et donc, je vais essayer de vous montrer, enfin, de vous rappeler ce que je vous ai dit à plusieurs reprises quand on s'était vu, comment on construit une réflexion historique. Une réflexion historique, c'est l'analyse d'un tournant. Alors, vous avez 36 000 façons de prendre un tournant. Vous avez des épingles à cheveux, vous avez des virages à 90 degrés, vous avez des courbes que vous pouvez prendre à fond, d'autres que... Voilà. Non, mais quel que soit le tournant, vous avez une entrée de tournant. Il faut rentrer dans le tournant. Et si vous n'entrez pas bien dans le tournant, vous sortez de la route. Il faut prendre son tournant. Et il faut en sortir. Donc, excusez-moi, c'est pas artificiel de vous demander une réflexion en 3 points. Et si l'on pose qu'un problème historique, si on vous pose un sujet à l'histoire, c'est qu'on estime qu'il marque une évolution, qui s'est produit en tournant, alors il faut y avoir l'entrée, il faut avoir la façon dont le tournant a été pris, il faut avoir la sortie du tournant. Voilà. Ce n'est pas uniquement de façon artificielle qu'on vous demande. Voilà. Ce n'est pas non plus, je veux dire, l'affirmation d'arguments contraires. Ça s'appelle la dialectique, qui doit vous faire peur. Même si je ne veux pas de cette différenciation artificielle, thèse, antithèse.
Oui, non, et synthèse, parce que très souvent la synthèse n'est qu'une foutaise, comme on a pu s'en rendre compte assez souvent. Non, non, contexte, crise, produit. Ce que Antonio Gramsci appelait le vieux, la crise, le neuf. Voilà, tout sujet en histoire doit être précisé euh, à l'aune des virages qu'il intègre. Et moi, j'en ai assez, je vous le dis très franchement, quand je corrige des copies, d'avoir des litanies de succession d'exemples qui recrachent un cours sans avoir réfléchi à ce que c'est que le sujet. Mais comme on est bon et généreux, on dit que quelqu'un qui a un cours, on lui met à peu près la moyenne parce qu'on ne va pas le massacrer en master. C'est une hypocrisie monumentale. C'est une hypocrisie monumentale. Vous êtes censé réfléchir. Donc, vos plans détaillés que je vous demande de m'envoyer d'ici mes deadlines le 10 décembre. C'est-à-dire que le 10 décembre, si je n'ai pas reçu vos devoirs, je vous considérerai comme défaillant. Point barre. Et je ne négocie pas. Et à la bonne adresse internet que je vous ai donnée à plusieurs reprises. Merci. Donc, contexte, crise, produit, un plan en 3 parties. C'est-à-dire que même un plan intéressant en 2 parties ne m'intéresse pas, parce qu'il est par définition ahistorique. Et qu'on est censé faire de l'histoire. Plan détaillé, pour que vous n'ayez pas à le rédiger, c'est-à-dire qu'à chaque niveau d'analyse, vous donnez un exemple. Et que vous décriviez cet exemple en quelques lignes. Parce qu'une copie en histoire doit être illustrée. Un travail d'histoire, il est fondé sur l'exemple et l'analyse de cet exemple. Les leçons que l'on en tire. Alors, je vais à haute voix, de façon un peu artificielle, j'en conviens, mais essayer de vous montrer, moi, comment je construirais un plan sur un sujet sur lequel nous nous sommes assez longuement entretenus dans ces vidéos. Le modèle républicain en France, 1870-1885. Voilà. Moi, on me donne un sujet comme ça. La première chose que je commence à me dire, c'est que le modèle républicain, c'est pas forcément la République. Enfin, je veux dire, soit vous considérez que la personne qui vous donne un sujet est un débile mental profond et qui ne sait pas parler français. Donc, si je vous donnais le sujet, le modèle républicain en France, dans la période considérée, 1870-1885, je vous demanderais d'avoir l'amabilité de bien vouloir considérer que, comme j'ai l'impression que je sais vaguement causer français, si j'avais voulu vous donner la République en France, si j'avais voulu vous donner l'établissement de la République, si j'avais voulu vous donner la victoire des républicains, si j'avais voulu vous donner la politique républicaine, je vous l'aurais donné. Si je donne un sujet, le modèle républicain, c'est que, à tort ou à raison, mais là je suis désolé, c'est moi qui décide. Et c'est vous qui obéissez. C'est vous qui subissez. Si je donne le modèle républicain, interrogez-vous pour savoir pourquoi je vous donne le modèle républicain. Alors, évidemment,
il faudra faire référence aux circonstances dans lesquelles, évidemment, la République s'est établie. Ok. Comment on passe d'une situation de minoritaire structurelle à une position de conquête du pouvoir? Ok, entendu. Mais c'est aussi parce que j'estime en conscience qu'il y a dans l'idée républicaine en France l'idée qu'elle constitue un modèle et qu'elle vise à fabriquer des républicains, des citoyens républicains. Et qu'elle se pose donc comme un véritable projet politique et qu'elle veut construire un modèle de fonctionnement, un modèle idéologique qui structure la société. Et donc, cette idée de modélisation politique, c'est une idée qui montre qu'il faut accorder aux valeurs qu'elle prétend promouvoir une extrême importance dans ce sujet. Et à partir de là, ne jamais oublier que dans les divers angles d'attaque que l'on va avoir pour répondre à la logique et aux enjeux que je suggère, bon, voilà. Fabriquer des républicains. S'imposer dans la société en fabriquant et en promouvant les valeurs républicaines. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement la mise en place d'une politique, c'est la mise en place, au sens large, d'un nouveau modèle idéologique, culturel, sur une idée, la République, et pas la démocratie. Et pas la démocratie. Les valeurs de la République qui ne se réduisent pas purement et simplement à une pratique démocratique, mais qui sont autres. Alors, vous voyez, toute une réflexion intellectuelle sur laquelle moi je vous suggère de noter les idées que vous avez et qui vous viennent quand vous déconstruisez votre sujet et quand vous le reformulez. Ça s'appelle la construction d'une problématique. C'est la première fonction de votre introduction. Seconde fonction, parce qu'il n'y a que deux fonctions, et en français il y a un premier et un second quand il y a deux concurrents, et un premier et un deuxième quand il y a un troisième ou un quatrième. D'accord? Merci. Donc, seconde fonction de l'introduction, l'annonce du plan. L'annonce du plan, il est en trois parties. Il est en trois parties. Ne m'adressez pas des devoirs, des dossiers en deux parties. Je n'ai rien à cirer. Ça ne m'intéresse pas. Parce que par définition, il démontre que vous n'avez pas compris le sujet. Vous pouvez le traiter en sociologue, en juriste, en économiste, peut-être. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, c'est un historien que je veux que vous le traitiez. Donc, contexte, crise, produit. 1, 2, 3. Et vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, sinon vous n'êtes pas dans les clous. Je veux, voilà, votre dossier soit organisé en trois parties, contexte, crise, produit. Voilà. Dans le contexte, dans notre histoire de modèle républicain, notre contexte, c'est comprendre
quand même, dans une situation politique compliquée pour les républicains où ils sont minoritaires, comprendre comment ils vont petit à petit se dépatouiller avec ce caractère minoritaire. Et donc, c'est d'abord comprendre la logique politique qui fait que, bien qu'il soit minoritaire aux élections de 1871, dans le désastre de la défaite militaire, les monarchistes acceptent de conférer à un républicain, Adolphe Thiers, le titre de chef du pouvoir exécutif. Ben, attendez, excusez-moi, il y a deux raisons fondamentales. La raison, c'est que les monarchistes, ils sont divisés entre légitimistes et orléanistes. Donc, il faut peut-être réfléchir à cette vieille question-là, qui ne sont pas foutus de se mettre d'accord sur quelqu'un qui pourrait incarner la restauration monarchique, et pour des raisons qui ne sont pas des raisons négligeables. Hein. Je veux dire, la querelle sur le drapeau blanc n'est pas un débat négligeable, loin de là, c'est un combat symbolique tout à fait important. On pourrait s'interroger sur, en termes politiques, les vieilles classifications politiques de René Raymond, distinguant les trois droites en France, droite bonapartiste, droite légitimiste, droite orléaniste, et montrer que ça correspond à des réalités politiques diverses, et qu'après tout, elles ne sont pas obligées d'être d'accord entre elles. Bien sûr. Il y a aussi une seconde raison, évidente. Et Paris insurgé, pas martyrisé, pas brisé, pas outragé, juste Paris insurgé, la commune de Paris. Et que les monarchistes, bien que majoritaires, ils ne veulent pas forcément prendre le risque d'une guerre civile. Et que c'est pour ça donc qu'ils confient à des républicains minoritaires la tâche de nettoyer le bordel à Paris, là. Récupérer la situation parisienne, mater la commune. C'est bien là-dessus que se joue le fait de transmettre à un républicain conservateur, c'est notre débat, Adolphe Thiers, la charge d'être chef du pouvoir exécutif et de rétablir l'ordre dans Paris. Voilà. Et toujours dans ce contexte, l'idée que les républicains, à qui on va demander donc de faire le ménage à Paris, les républicains vont aussi en tirer une leçon politique majeure, qui est que tant qu'ils ne convaincront pas dans les campagnes de leur capacité à pouvoir incarner à la fois l'ordre et la croissance, ils sont condamnés à être minoritaires. Et donc, dans ce rapport de force-là, la division des monarchistes, l'administration de la preuve, ce que Gambetta a appelé la croisade vers les paysans, que la République, c'est pas le désordre, que ce sont des gens sérieux. Tout cela va aboutir au fait qu'on va adopter en 1875 des lois constitutionnelles, parce que du fait des divisions du camp monarchiste, bien évidemment, il faut trouver une solution qui soit à la fois applicable pour une restauration monarchique constitutionnelle, ce qu'on appelait des lois constitutionnelles. Sauf que dans ces lois constitutionnelles, par l'amendement Vallon, en 1875, on décide qu'on va élire le président de la République au suffrage par le Congrès. C'est le Parlement, de l'ensemble du Sénat et de la Chambre des députés, qui élit le président de la République. Voilà. Peut-être que si on élit un président de la République, après tout, on est en République. Et donc, on élit un président monarchiste, puisque les monarchies sont majoritaires. Marshall McMahon.
Voilà le contexte. Je veux dire, gestion de la défaite militaire, du traité de Francfort, gestion de la Commune de Paris, dévolution du pouvoir pour établir l'ordre à Adolphe Thiers, républicain conservateur s'il en est, et le temps que les querelles entre monarchistes s'estompent, sauf que à partir de 1875, l'opinion publique se lassant un petit peu, tous les scrutins montrent des poussées des républicains. Et que les républicains vont finir par devenir majoritaires lors des scrutins électoraux. Suffrage universel, direct, masculin, tout français de plus de 21 ans qui peut voter. Et donc ça débouche sur une crise politique majeure. Deuxième partie, la crise, qui est l'affaire entre MacMahon et les Républicains, lorsque, pour trancher ce rapport de force contradictoire, les Républicains gagnant les élections et le président de la République élu pour 7 ans par le Congrès, un monarchiste, et les monarchistes infoutus de présenter un candidat au trône, le président de la République, maintenant, commet cette erreur fondamentale qui est de dissoudre l'Assemblée. Parce que s'il gagne, très bien, mais s'il perd tout. Se soumettre ou se démettre. C'est tout l'enjeu de la crise du 16 mai 1877. Je crois que j'ai assez longuement insisté dans des vidéos précédentes. Pas uniquement pour vous enquiquiner. Hein. Donc, voilà. Analyser la crise de 1877 en détail, de manière précise, en vous fondant, là aussi, sur des exemples. Parmi ces exemples, bien évidemment, le jeu des acteurs. Et le grand discours de Gambetta à Lille, par exemple, dans la campagne électorale. Nous sommes majoritaires, nous reviendrons majoritaires, et il faudra que vous vous soumettiez ou que vous vous démettiez. Voilà, maintenant, bien comprendre donc la nature de cette crise, vous avez des tas d'exemples à analyser. Bon, voilà. Alors vous comprenez, ça ne vous fait pas un plan détaillé sur une page, ça vous voyez, une dizaine de pages. Ah monsieur, vous n'y pensez pas. Ah monsieur, c'est long. Ah non, c'est pas long. 3 parties, 3 sous-parties, une page par sous-partie. Et si on fait 3 fois 3, ça fait 9. Plus une page pour l'introduction, une page pour la conclusion. D'accord? Plus une bibliographie. J'en reviens à ma progression sur, n'est-ce pas, le modèle républicain. Voilà la crise, il faut la décrire. Il faut la décrire fondamentalement, dans sa durée, dans ses mécanismes, et il faut comprendre pourquoi le choix de la dissolution le 16 mai. Voilà. Et donc, une fois la victoire des Républicains un peu moins importante que ce que ça avait été lors du premier scrutin, après la dissolution, oui, MacMahon, t'as joué, t'as perdu, tu dégages. C'est simple comme bonjour. Tu dégages, voilà, basta. Et donc, troisième partie, le modèle républicain.
c'est-à-dire le produit. Qu'est-ce que ce modèle républicain va imposer? Et là, vous avez à distinguer, vous auriez à distinguer sur ce type de sujet. Je prends un modèle de plan, j'essaie de vous montrer de façon amusante la démarche à haute voix, parce que là, non, je veux dire, non. Les étrangers ou les femmes pour décrire la société française de la Première Guerre mondiale, la réponse est niet. Non, j'en veux pas, ça ne m'intéresse pas. Donc, sur ce sujet, le modèle républicain, cette troisième partie, le produit, d'abord, une république légitimée par des accroches historiques, des symboles historiques, et l'héritage de la grande révolution française. Outre le drapeau tricolore, qui n'est pas un apport de ce modèle républicain-là, puisqu'il a été choisi, depuis quelque temps déjà et confirmé en 1848. Dans le drapeau tricolore, héritage de la Révolution, non, mais c'est la Marseillaise le 14 juillet. Avec d'ailleurs, si vous voulez prendre une affaire, mener une analyse un peu sioux de tout ça, les présupposés de la loi sur le 14 juillet, qui ne commémore pas uniquement et pas tant la prise de la Bastille, jugée bien sanguinolente, mais la fête de la Fédération, censée symboliser l'unité de la nation dans l'espoir d'un compromis et d'une harmonie entre les divers acteurs. Donc, voilà, le choix de la Marseillaise comme hymne national, c'est pas tout à fait neutre. Vous avez ensuite des lois symboliques de démocratisation importantes. Bien évidemment, la loi sur la presse, la loi en 1881, la loi que les républicains conservateurs tenteront de limiter après la crise anarchiste de 1892, aux grandes dames de Jean Jaurès, de Léon Blum. Enfin, je vous les ai cités, tout ça, non? Vous avez la loi sur les syndicats de 1884, la loi Valdec-Rousseau. Bon, des lois de liberté. Vous avez également l'idée de rapprocher les territoires, le plan de chemin de fer, le plan Fraissinet, et de faire en sorte qu'il y ait une équité minimale pour l'ensemble des territoires. Ce sont d'ailleurs des questions d'actualité aujourd'hui qui se posent. Vous avez, mesdames, messieurs, également l'idée qu'il faut intégrer, convaincre. Et donc il y a des gens qu'il faut choisir pour être convaincus. Il faut fabriquer des militants républicains. C'est la fonction de l'école. Et là encore, puisque vous êtes dans l'engagement scolaire, n'oubliez pas non plus que cette école, elle permet de savoir lire, écrire, compter, c'est-à-dire finalement de disposer d'outils à la fois de progrès intellectuel, mais aussi d'outils techniques permettant de trouver une place dans la société de la révolution industrielle. Au Moyen-Âge, pour défricher une clairière, il n'y a pas besoin de savoir lire, écrire, compter. Encore que pour bâtir des châteaux, il faut savoir. D'accord pour trouver sa place dans un atelier, il faut savoir écrire un minimum, lire et compter. L'école comme élément de diffusion de progrès, je pense à l'hygiène, le fait de se laver les mains, tiens, en période de Covid, se laver les mains, qui fait rentrer l'hygiène dans des milieux
fort dépourvu en la matière. C'est l'époque de la vaccination pasteurienne. Et l'école est un vecteur. Mais c'est aussi un outil politique par la morale laïque par rapport à un certain nombre de choses. Donc cette République, elle a des adversaires. Vous comprenez? Qu'il va falloir intégrer là-dessus. Autre outil d'intégration, le service militaire obligatoire. Vous rentrez au début de la chaîne avec tous vos particularismes, vous en sortez comme Français. Ayant, n'est-ce pas, le regard sur la ligne bleue des Vosges. C'est quand même pas tout à fait négligeable. Comme résultat. Vous avez cette idée de progrès aussi affirmée à travers la colonisation. Et là-dessus, il n'y a pas de tartufferie entre nous. L'idée d'une colonisation de progrès n'a pas à être jugée sur les années 1880, 85, parce que j'entends bien qu'en 85, l'empire colonial français est loin d'être achevé. Cette idée de progrès apportée par la civilisation grâce à la conquête coloniale ne doit pas contribuer à délégitimer l'œuvre des républicains, puisqu'on l'analyse aujourd'hui au regard du post-colonialisme. Hein? Pas d'anachronisme en histoire. Voilà, excusez-moi, je suis vraiment allé à la serpe pour vous montrer ça. Bon, ben, le modèle républicain, il a triomphé, j'arrive à la conclusion, en 1885, il est établi, mais il laisse des exclus. Il laisse des exclus. Et c'est pour ça que les élections de 1885, et je crois vous en avoir donné la carte, se traduisent par la montée de nouvelles formes d'opposition qui préfigurent quand même très sérieusement les grandes crises, qui s'appellent Boulanger, qui s'appelle la crise anarchiste, qui s'appelle le scandale du Panama, qui s'appelle l'affaire Dreyfus, excusez du peu. Voilà, mesdames, messieurs, comment on fait un plan. Et c'est ce que j'attends de vous pour vos plans de dossier. Je vous souhaite une bonne journée. Bon courage.